qu'on devient plus crédible vis-à-vis des prescripteurs potentiels. Le fait de référer le patient au bon endroit. Je pense que les regards externes, ça nous permet de nous questionner sur nos pratiques. Il faut s'appuyer sur une communication et des relations humaines très solides. Salut tout le monde et bienvenue dans notre podcast Pose ta thèse, le podcast du comité étudiant de la chaire de recherche internationale en santé neuromusculo-squelettique. Ce podcast s'adresse aux chercheurs, aux étudiants, aux professionnels sur le terrain ou tous les curieux qui veulent en savoir plus sur la recherche en santé. Le temps d'un café, on part à la rencontre de celles et ceux qui participent à faire avancer la recherche, surtout là où ça compte, sur le terrain. Bonne écoute! Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Yves, je vais animer ce 3e épisode du balado Pose ta thèse en compagnie aujourd'hui de mes collègues Salma, bonjour Salma. Bonjour tout le monde. De Bastien, bonjour Bastien. Bonjour à toutes et à tous. Et pour cet épisode, nous avons le bonheur de recevoir comme invitée Madame Élodie Rousset, présidente de l'Association française de chiropratie et également chiropracteur. Comment allez-vous Madame Rousset ? Je suis très bien, je suis ravie d'être là, merci. Et nous avons également un deuxième invité, Monsieur Olivier Lanlot, directeur général de l'Institut franco-européen de chiropraxie, également chiropracteur, mais l'Institut plus connu sous son petit nom, l'IFEC. Comment allez-vous, Monsieur Lanlot ? Je vais très bien également, et j'espère que c'est pareil pour vous. Merci beaucoup de nous recevoir, et bonjour à toutes et à tous. Le thème de cet épisode sera la chiropratie dans une approche interdisciplinaire. Dans quelle mesure les programmes de formation en chiropratie intègrent-ils une préparation à la collaboration interdisciplinaire et comment cela se traduit-il dans les pratiques de terrain et les dynamiques de recherche en France. Tout mettre dans l'effort commun pour trouver des solutions pour les patients. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on a pris l'habitude de commencer par ce qu'on appelle la question brise-glace qui nous vient de notre précédent invité, Monsieur Jean-Sébastien Dessureau. Que pensez-vous de l'IA ? Plutôt lunettes roses ou lunettes noires ? Sous-entendu, une bonne chose ou une mauvaise chose ? L'IA, je dirais plutôt lunettes roses parce que j'aime bien tout ce qui est innovation. Mais je pense que c'est difficile de se positionner. Je pense que de toute façon, c'est un passage obligé et il vaut mieux mettre des lunettes roses et se l'approprier que de résister. Belle réponse, belle sagesse. Pour rebondir sur la réponse d'Élodie, lunettes roses aussi pour nous, avec à l'esprit qu'un outil, il n'est pas forcément bon ou mauvais, c'est l'utilisation qu'on va en faire qui va le rendre bon ou mauvais. Donc l'IA, à la fois dans la recherche, mais également dans l'enseignement, c'est quelque chose qui va devenir incontournable. Après, comment on va l'utiliser, quels sont les garde-fous qu'on va mettre en place, je pense que ça peut nous apporter le meilleur, comme ça peut aussi amener à des comportements très déviants en termes d'éthique de recherche ou d'éthique scientifique. Et j'en ai eu là un exemple assez probant il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc, pas de carton rouge pour moi, mais voilà, une vraie attention à porter sur la façon et la manière dont on va l'utiliser et l'implémenter dans nos pratiques quotidiennes. Donc des lunettes roses, mais un petit peu teintées quand même, c'est ce que j'en comprends. Et donc il est temps de rentrer dans le cœur de ce balado avec les questions allongées. Tout d'abord, on va commencer par une question qui va être un peu large pour essayer de lancer le sujet. On parle beaucoup d'interdisciplinarité aujourd'hui dans le domaine de la santé et particulièrement dans la prise en charge des troubles musculo-squelettiques. On va trouver notamment plusieurs professionnels qui vont être amenés à intervenir autour d'un même patient. Et partant de ce constat-là, quelle serait votre meilleure expérience de collaboration ? On a plusieurs, je vais parler en tant que directeur général de l'IFEC, on a eu plusieurs expériences de collaboration interdisciplinaire sur la prise en charge des patients. Ce sont toutes de bonnes expériences avec des enseignements tirés, des forces et des faiblesses sur chacune d'entre elles. On a mis en place des consultations dans le cadre de services hospitaliers. C'est vrai à Toulouse, notamment on avait une consultation à la clinique universitaire du sport. C'est vrai également à Paris, au Kremlin-Bicêtre, on a une consultation dans un centre antidouleur. On est en train de mettre une autre consultation en place, notamment sur le pan de l'évaluation des patients dans un service d'orthopédie à Béclair.
Donc, à chaque fois, ce sont des mises en situation pour nos étudiants, mais également pour nos collaborateurs qui encadrent les étudiants dans ces consultations-là. Ce sont des lieux où il y a des échanges extrêmement riches autour du patient, sur sa prise en charge, sur les options possibles. Et ce sont vraiment de très très bonnes expériences. Donc finalement, ce que j'en retiens, c'est que toutes les collaborations c'était de belles expériences. Jusqu'à présent, oui. Super. Donc des belles Voilà. lunettes roses. Exactement. Ouais, ouais. Moi, je vais peut-être vous parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel sur ce sujet-là. Je pense que en tant que praticien, tout le monde a eu des expériences de collaboration. Celle qui m'a le plus marquée, c'est quelque chose qui sort un peu du cadre, c'est justement ma collaboration avec l'association professionnelle et mon entrée dans cette association. Et ça m'a permis d'entrer en contact avec le monde de l'entreprise, avec la découverte des règles de la communication grand public, avec les enjeux politiques, et d'avoir plus de liens avec la recherche en chiropraxie que je n'avais quand j'étais uniquement clinicienne et avec ma pratique en cabinet. Donc sur le sujet de la recherche, tout a commencé avec une rencontre avec en particulier Charlène Chéron, qui est chiropracteur, qui est PhD et qui est aussi récemment la vice-présidente de l'association. Et c'est nos échanges, sa capacité d'analyse, sa capacité à poser des questions différentes des miennes a été très enrichissante. Donc maintenant que je suis dans l'association et je connais mieux aussi le monde de la recherche chiro, j'ai réalisé que ce lien entre les cliniciens et le monde de la recherche, il était capital pour l'avenir de ma profession. C'est ça, c'est d'avoir différents regards. Vous l'avez dit, ça apporte toujours de la richesse, peu importe les projets. Et après, certains regards externes peuvent être parfois des leviers, parfois des freins. Est-ce que vous pensez que c'est plus des leviers ou plus des freins, ou peut-être, qu'est-ce que vous en pensez Je pense que les regards externes, ça nous permet de nous questionner sur nos pratiques, de nous questionner sur l'approche qui peut être la nôtre, et c'est plutôt un élément qui est stimulant, de mon point de vue, et qui nous permet d'avancer. Euh, et ça évite la je vais peut-être employer un néologisme, mais la consanguinité de la pensée. C'est-à-dire que quand on reste entre nous, on appauvrit un peu l'analyse et le champ des possibles. Quand on confronte, alors sans parler de lutte, hein, mais quand on confronte des idées ou quand on échange autour d'un patient, eh bien, ça enrichit fortement la prise en charge possible, par exemple. Et ça permet aussi de s'acculturer au cadre de référence de l'autre praticien ou des autres praticiens. Et ça, c'est plutôt un plus. Mais je pense que, je rebondis sur ce que vous dites, mais je pense qu'il faut aussi bien choisir ses collaborations, parce que peut-être si on tombe sur quelqu'un qui est assez fermé, au final, peut-être qu'il va vouloir tirer la couverture de son côté et ça va peut-être desservir le projet. C'est toujours une possibilité, mais à ce moment-là, est-ce que la collaboration va perdurer? Ça va être très compliqué sur sa mise en œuvre et surtout sur sa durabilité, en fait. Hein. Élodie, qu'en pensez-vous? D'un point de vue pratique en cabinet, je pense que c'est clairement un levier plus qu'un frein, même si on assiste parfois à quelques freins. Déjà, ça permet d'orienter le patient vers la bonne compétence au bon moment. Donc, je pense que c'est un levier de réussite de la prise en charge et donc de développement de cabinet, parce qu'on devient plus crédible vis-à-vis des prescripteurs potentiels. Le fait de référer le patient au bon endroit, ça nous donne une visibilité auprès de personnes qui vont pouvoir ensuite nous amener plus de patients. Mais c'est vrai que ça peut aussi devenir un frein si ça crée de la confusion sur les rôles, si les professionnels ne partagent pas la même compréhension des troubles musculo-squelettiques. On peut se heurter à des différences de point de vue, à des croyances différentes, à des connaissances pas forcément à jour, comme avec nos propres patients d'ailleurs. Et c'est pareil avec les autres professionnels. Autre chose, je pense qu'en frein, c'est que parfois, quand on a une prise en charge interdisciplinaire, il peut y avoir une confusion pour le patient parce qu'il va être confronté à un discours multiple sur sa propre prise en charge. Et l'autre frein que je peux voir, c'est le risque de perte de patient qui fait toujours peur aux praticiens.
Ça m'est arrivé d'envoyer un patient chez un ophtalmo pour des migraines. Et l'ophtalmo s'est permis de dissuader le patient d'aller voir des chiropracteurs en lui parlant des risques des dissections, etc. Donc voilà, ça, c'est pas toujours le côté lunette rose de l'interdisciplinarité. J'ai trouvé que c'était très gonflé parce que c'est même moi qui l'orientais vers lui. Mais c'est le jeu de la collaboration. Et même s'il y a des freins et parfois des situations délicates, d'expérience, je pense que le bénéfice, il est beaucoup plus grand. Un bénéfice à court terme pour soi-même, pour son cabinet, pour les patients. Et c'est un bénéfice à long terme pour la profession et pour le système de santé. Et justement, cette culture interdisciplinaire, on voit son importance notamment sur le terrain, donc avec les patients, ce qu'elle apporte comme échange entre les professionnels de santé, ce qu'elle peut apporter comme valeur ajoutée pour la prise en charge du patient de manière générale. Puis si je nous fais basculer un tout petit peu du côté de la recherche, justement l'IFEC, elle mène et soutient plusieurs projets de recherche et on se demandait, c'est quoi pour vous cette valeur ajoutée qu'apporte l'interdisciplinarité dans la recherche ? Dans la recherche, les questions sont, à mon avis, un petit peu plus simples à gérer. Alors, il y a toujours des questions d'ego, éventuellement de personnalité, comme le soulignait Bastien, mais quand les gens ont une culture de recherche, quelle que soit la discipline dans laquelle ils œuvrent, je vais parler des sciences de la santé, mais c'est vrai aussi pour la sociologie ou la recherche biomédicale, il peut y avoir des différences méthodologiques, mais il y a quand même une culture commune sur le fait de mener une recherche et de s'astreindre à un cadre, qu'il soit méthodologique ou protocolaire. Et je pense que c'est un peu plus simple de faire de la recherche interdisciplinaire que de faire de la prise en charge interdisciplinaire, pour être très clair. Je ne sais pas si je suis clair, mais en recherche, je pense que c'est beaucoup plus simple de mettre un sociologue avec un médecin et un statisticien que de mettre un orthopédiste avec un rhumatologue et un kiné, un ostéopathe et un chiro, quoi. C'est sans doute un peu plus compliqué à ce niveau-là, parce que je pense que dans la culture des chercheurs, depuis le master, la maîtrise, si on parle du Québec, il y a une question d'interdisciplinarité. Et est-ce que vous trouvez, maintenant que peut-être ça fait assez longtemps que vous êtes dans le milieu, que ça évolue, ça ? Est-ce que ça a tendance à atteindre un peu le niveau d'interdisciplinarité de la recherche ou c'est un peu plus facile au niveau professionnel ? Je vais vous donner une statistique, puisqu'on parle de recherche, donc une statistique intéressante. On fait des surveys sur nos étudiants, pas nos anciens étudiants, dans les 30 mois qui suivent leur diplôme pour savoir comment ça se passe pour eux au niveau de l'intégration professionnelle. Et notamment, on regarde leurs conditions d'exercice. Alors, est-ce qu'ils exercent seuls, avec d'autres chiropracteurs ou avec d'autres professionnels de santé? Et là, aujourd'hui, alors même que c'était des réponses qu'on n'avait pas du tout il y a encore 5 ou 10 ans, là, aujourd'hui, on a plus de 50% des répondants qui travaillent avec un autre professionnel de santé ou dans le cadre d'une maison de santé ou dans le cadre d'une structure pluridisciplinaire. Ce qui veut dire que à la fois, on leur a probablement donné les bons leviers pour pouvoir le faire dans leurs études, mais que c'est aussi quelque chose pour lequel ils ont de l'appétence. Mais je ne suis pas sûr que ce soit encore au niveau de ce qu'on trouve en recherche. Est-ce qu'on ne se demanderait pas si pour favoriser l'interdisciplinarité en pratique clinique, il ne faudrait pas avoir un minimum de compétences en recherche ? Honnêtement, sur ce point-là, ça nous aiderait du côté des politiques. Parce que parfois, les discours qui remontent au niveau politique, ils ne sont pas toujours soutenus par des arguments vraiment valides ou crédibles d'un point de vue recherche. Et c'est à celui qui parle le plus fort, ou celui qui a le plus de charisme, ou celui qui a le plus de visibilité à ce moment-là. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression parfois que certaines lectures de l'état de la recherche actuelle sur notre profession ou sur certains sujets musculo-squelettiques, on n'a pas la même interprétation de l'état de la recherche actuelle en fonction de qui la regarde. Donc voilà, est-ce que c'est que certains mettent des œillères ou est-ce que c'est que chacun voit midi à sa porte? Mais en tout cas, je rejoins Yves ce que vous dites, que peut-être qu'il faudrait des compétences en la matière avant de s'exprimer sur ce genre de sujet-là.
est-ce que vous pensez aussi que peut-être dans le domaine de la recherche, on est un peu habitué à avoir des rôles prédéfinis, avoir un protocole à suivre, donc on est plus à même de faire ce qu'on est censé faire, alors que dans le côté clinique, quand on a la casquette un peu de clinicien professionnel de santé, on veut quand même y mettre du sien, puis ajouter le côté un peu perso, ce qui rend la chose difficile de rester neutre, puis de faire ce qu'on est censé faire, puis on a tendance à superposer nos rôles. Est-ce que vous pensez que c'est un peu aussi ça qui joue là-dedans? Clairement, oui. Après, moi, je suis persuadée que c'est quelque chose qui sera difficile à changer. C'est propre à la pratique libérale et c'est propre, enfin voilà, c'est des biais connus aussi par les chercheurs, justement. Et je pense que les chiropracteurs qui sont dans le cabinet tous les jours et qui voient certaines choses et qui ont l'habitude d'avoir une parole très entendue par leurs propres patients, ben, ils ont du mal ensuite, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs, à tenir un discours différent et plus modérés que celui qu'ils peuvent avoir dans leur propre cabinet. La question posée par Salma, elle est extrêmement intéressante c'est une question qui est commune à toutes les professions du champ de la santé. Et l'une des réponses qui a été trouvée en éducation, hein, alors c'est souvent d'éduquer, de former, non plus en silo les gens, mais déjà dès les, alors peut-être pas la première année, mais dès les deuxième, troisième, quatrième année, de faire en sorte que leur formation soit un peu plus commune. Et ça se fait de plus en plus. Dans les universités, on est passé de faculté de médecine à la faculté de sciences de la santé, souvent, mais c'est pas neutre. C'est pas une organisation qui a été faite comme ça, juste pour économiser 3 francs 6 sous ou quelques dollars canadiens. C'est aussi parce que ça permet d'avoir des gens qui s'acculturent ensemble au cours de leur formation aux différentes disciplines auxquelles ils vont être confrontés dans la pratique qui sera la leur plus tard. Et je pense que ça, c'est un élément important. L'éducation, elle est vraiment primordiale pour pouvoir développer l'interdisciplinarité. À cet effet, nous, nos étudiants doivent faire des stages hospitaliers, donc ils doivent se confronter au monde hospitalier, ils doivent se confronter à ce que c'est que prendre un patient en charge en chirurgie, orthopédique par exemple, ou en rhumatologie. Ils ont des cours sur l'interdisciplinarité où des professionnels d'autres champs de la santé viennent leur exposer la façon dont ils prennent en charge un patient, quelles sont les indications pour lesquelles il est intéressant de le consulter. Et puis, ils vont aussi, quand c'est possible, prendre en charge des patients dans le cadre de stages hospitaliers avec d'autres professionnels, que ce soit des médecins, des kinésithérapeutes ou des infirmiers. Et ça, pour moi, c'est vraiment primordial parce que c'est probablement ce qui permet de progressivement baisser ou abaisser les barrières entre les professions. Et le silo, c'est quelque chose qui est vraiment qui freine l'interdisciplinarité à mon avis. Et pour continuer dans cette logique d'amélioration continue, si vous aviez un axe de développement qui vous semblerait prioritaire, sur lequel on pourrait travailler pour encore davantage développer cette culture interdisciplinaire toujours au bénéfice des patients, ce serait lequel? Alors moi, j'ai une petite idée, mais je répondrai du point de vue des praticiens, des cliniciens. D'accord. Utiliser les canaux appropriés et des canaux crédibles pour communiquer, justement. Vu que je pense que la clé, elle est beaucoup dans la communication. Voilà, on fait des courriers, on utilise des chats ou des mails sécurisés. Voilà, on n'envoie pas un WhatsApp à un professionnel de santé. Et attention à la rédaction. Voilà, aujourd'hui, je vais peut-être paraître un peu rabat-joie quand je dis ça ou réac, alors que je suis pas si âgée que ça. Mais quand on est sur une nouvelle prise de contact, il faut peser ses mots, il faut ménager les égos, il faut poser ses propres connaissances et il faut les rendre compréhensibles à son interlocuteur. Et en fait, c'est un exercice pas si simple que ça. Et ça, je pense qu'il faut le travailler quand on lance des communications et quand on essaie de faire des collaborations. C'est vraiment peut-être un point où il faut s'améliorer pour que ça permettra de s'aider soi-même en cabinet, mais aussi tout le système de santé. Finalement, de la crédibilité professionnelle, tout simplement, c'est ça. Si on veut être pris au sérieux et être respecté, je pense qu'il faut d'abord respecter les autres, mais aussi se comporter sérieusement. Donc, je pense que ça, c'est vraiment primordial. En termes d'action un peu plus pratiques, ce qu'on envisage, nous, de mettre en place et de développer, ce sont des actions de formation continue pour les professionnels en exercice qui soient pluridisciplinaires. C'est-à-dire et je l'ai expérimenté quand j'ai fait mon master, j'ai fait un master en droit.
je suis pas scientifique, je suis plutôt juriste. Mais je l'ai fait avec des médecins, avec des directeurs d'hôpitaux, c'était en droit de la santé, avec des ostéopathes notamment, des kinésithérapeutes, des dentistes. Et je pense que de passer 1 an ou 2 ans ensemble, eh bien, ça nous permet d'échanger. Et il y a des barrières qui tombent parce qu'on se rend compte que les autres ne sont pas différents de nous, in fine, que les objectifs sont souvent partagés, notamment autour de l'amélioration de la santé des patients qui viennent nous consulter. Et je pense que c'est vraiment un élément potentiellement important. On parlait de la formation initiale et des silos, mais je pense que c'est aussi des choses qui peuvent être mises en place pour les gens qui sont aujourd'hui en exercice. Donc pour une bonne interdisciplinarité, c'est pas facile à dire ça. Donc ça prend de l'humilité, du respect, du temps, de l'ouverture. Exactement. Et donc on enchaînerait avec le segment 180 secondes qui nous est rédigé, je pense co-rédigé Tout à fait. par Clément. par Clément et Bastien, mais lu par la belle voix de Bastien. Oh, arrête. C'est ça. Moi, je vais vous proposer un petit 180 secondes sur le thème de l'épisode, qui est l'interdisciplinarité. Tu vois, c'est pas si difficile à prononcer que ça. C'est moi qui trouve ça difficile. Alors, on entend souvent que l'interdisciplinarité, c'est l'avenir, sur le terrain, dans les cabinets, dans les labos. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour un chiropracteur et qu'est-ce que ça change vraiment, ou en tout cas, est-ce que ça change vraiment quelque chose pour le patient ? Prenons un exemple simple. Une personne qui a des douleurs au dos peut consulter un médecin. Puis, si ces douleurs persistent, il peut à nouveau consulter son médecin ou consulter un kinésithérapeute ou un physiothérapeute ou encore un chiropracteur. Chacun intervient avec ses compétences, ses outils, sa manière de comprendre la situation. Mais la question c'est, est-ce que ces professionnels se parlent ? Est-ce que leurs approches se complètent ? Ou est-ce qu'elles se superposent, parfois sans vraiment se croiser ? Parce que l'interdisciplinarité, ce n'est pas simplement plusieurs professionnels autour d'un même patient, c'est surtout une logique de compréhension partagée. Une vision qui se construit à plusieurs, même si chacun garde son identité professionnelle. Dans la chiropraxie, la kinésithérapie, la physiothérapie ou l'ostéopathie, chaque profession a ses méthodes et ses compétences. Les échanges entre professionnels permettent de mieux comprendre la situation du patient et de coordonner les soins. En France, on commence à voir apparaître des environnements où la collaboration interdisciplinaire devient concrète. C'est le cas par exemple dans certains centres de prise en charge de la douleur, où plusieurs professions travaillent ensemble autour des personnes atteintes de douleurs chroniques. Un exemple concret, c'est le centre d'évaluation et de traitement de la douleur à l'hôpital de Bicêtre, où, depuis 2019, la chiropraxie a rejoint l'équipe pluridisciplinaire et chiropracteurs, médecins, psychologues, kinésithérapeutes, physiothérapeutes et infirmiers travaillent au sein de la même équipe pour coordonner leurs interventions et adapter la prise en charge à la complexité de certaines situations. Cette intégration permet donc de mieux articuler les approches tout en respectant le rôle et l'expertise de chacun. Et qu'en est-il de l'interdisciplinarité dans la recherche ? Est-ce qu'on entretient ces collaborations interdisciplinaires ou est-ce qu'on travaille chacun dans son coin ? Comme en clinique, l'interdisciplinarité en recherche permet de croiser les expertises pour mieux comprendre des problématiques complexes. Si on reprend notre exemple de la lombalgie, puisqu'on est tous un peu experts de la lombalgie autour de la table, il ne suffit pas de regarder uniquement les muscles ou les articulations. Il faut aussi tenir compte de la douleur perçue par le patient, de son environnement, de son comportement au quotidien. C'est pourquoi les projets interdisciplinaires en santé réunissent des chercheurs et des professionnels de santé issus de différentes disciplines. Ensemble, ils construisent une compréhension plus complète et peuvent proposer des solutions mieux adaptées aux personnes atteintes de douleurs au dos. Un exemple concret de cette approche à l'UQTR est le projet dirigé par Andréane Marchand et Martin Descarreaux. On les embrasse. Leur objectif est de mettre en place un corridor de soins alternatif pour les personnes atteintes de lombalgie avec un point d'entrée, un professionnel en santé neuromusculo-squelettique. Ce projet rassemble chiropracticiens, médecins, physiothérapeutes et chercheurs afin de développer des parcours de soins mieux coordonnés, plus rapides et plus adaptés à chaque patient. Et grâce à cette collaboration, les patients et patientes du GMF universitaire affiliés au CIUS MCQ, je vais faire la traduction pour les Français juste après, pourront bénéficier d'un accès direct et rapide à une évolution et à une prise en charge par une équipe de chiropraticiens et de physiothérapeutes. Donc pour nos amis sur le vieux continent, le GMF, ça correspondrait aux maisons de santé et le CIUS MCQ serait les CHU. Et les retombées de tout ça, une amélioration du parcours de soins, de l'état de santé des personnes atteintes de lombalgie, mais aussi un soutien aux médecins de famille en optimisant l'utilisation des expertises professionnelles.
Et donc que ce soit sur le terrain, dans les cabinets ou dans les laboratoires, l'interdisciplinarité permet de mieux comprendre les situations complexes et d'offrir des soins et des solutions adaptées, coordonnées au bénéfice des personnes suivies. Merci Bastien, je suis plaisir. impressionné par ta façon fluide de dire interdisciplinarité. Et donc il est temps de passer aux questions espresso. La toute première question, c'est l'interdisciplinarité renforce-t-elle l'identité professionnelle ou la dilue-t-elle ? L'interdisciplinarité, je pense qu'elle renforce l'identité professionnelle, à condition que l'identité professionnelle soit claire. Une interdisciplinarité qui fonctionne ne mélange pas les rôles, elle doit les rendre complémentaires, et ce n'est pas une dilution des compétences. Au contraire, c'est une façon de mieux valoriser chaque compétence. Moi, ma question espresso, ce sera un mot pour convaincre les collègues et chercheurs en santé de se tourner vers l'interdisciplinarité dans la prise en charge des patients. Un seul. J'en ai un, c'est patient. Le patient. Moi, je dirais progrès. Progrès, pour le progrès en santé. Voilà, l'interdisciplinarité, je pense que c'est une condition majeure de progrès en santé de façon générale, pas que pour les sujets musculo-squelettiques. Passion et progrès. Parfait, on aime ça. Et donc la dernière rubrique qui va nous être lue par... on l'attendait tous depuis Avec 2 épisodes, impatience. avec impatience, avec Clément qui est là en invité surprise. Bonjour Clément. Et bonjour à tous. Salut Clément. Donc il va nous lire la rubrique improbable, mais qui a été rédigée par Camille. Et donc ça, les articles improbables, ce sont le genre d'articles qui attirent notre attention, qui nous font un peu sourire et qui nous amènent à nous demander qui, à un moment donné, a jugé que ça valait la peine d'en faire une étude. Et aujourd'hui, on a un excellent exemple. C'est l'article de Schneider et ses collaborateurs qui s'intitule « Legibility of doctors' handwriting is a good or bad as everyone else ». Autrement dit, est-ce que les médecins écrivent vraiment plus mal que les autres ou est-ce que simplement c'est une réputation bien ancrée depuis longtemps ? Donc l'étude date du milieu des années 2000, une époque où les dossiers médicaux et les prescriptions étaient encore majoritairement rédigés à la main. Et donc pour répondre à leurs questions, les auteurs ont comparé la lisibilité de l'écriture de médecins à celle de personnes exerçant d'autres professions. Donc parmi les groupes comparés, on retrouvait notamment des avocats, des comptables, des ingénieurs, des scientifiques, ainsi que des travailleurs manuels. Et tous devaient écrire la même phrase dans des conditions standardisées. Puis, leur écriture était évaluée à l'aveugle. Et donc, qu'en est-il des résultats ? L'écriture des médecins n'est ni meilleure ni pire que celle des autres professions. En fait, peu importe le métier, une proportion importante des textes était difficile à lire, quoi qu'il arrive. Donc là où l'article, par contre, il devient intéressant, c'est que les auteurs ils prennent soin de préciser que cette absence de différence ne dégage pas les médecins de leurs responsabilités. En contexte de soins, une écriture illisible n'est pas qu'un irritant. Elle peut être associée à des erreurs de prescription et à des interprétations erronées. Donc bref, oui, l'article fait sourire, mais il rappelle quelque chose d'assez simple. Dans le domaine de la santé et dans un souci d'interdisciplinarité, se faire comprendre, c'est important. Disons simplement que l'information des dossiers n'a peut-être pas permis de révolutionner les pratiques, mais du moins de rendre les notes lisibles. Si je peux rebondir sur cette chronique, j'ai quelqu'un de ma famille qui est médecin et les cartes d'anniversaire sont illisibles. Donc je pense qu'il y a quelque chose avec les médecins. Avant de conclure, Madame Rousset et Monsieur Lanlot, l'un ou l'autre, auriez-vous, ou une question en commun, là, vous vous êtes mis d'accord, je sais pas, par télépathie, je sais pas trop, est-ce que vous auriez une question brise-glace pour notre prochain invité ? Mais non, je savais pas, il va falloir qu'on réfléchisse. C'est maintenant la télépathie. C'est pas dans mes compétences, ça. Là, je pense qu'il nous faut une collaboration interdisciplinaire, peut-être, pour la Alors, les prochaines vacances ? Sujet qui fâche. Parfait, ça me va. Et donc, il est temps de se quitter. Merci encore à Madame Rousset, Monsieur Lanlot, d'avoir accepté notre invitation à notre balado Pose ta thèse. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Salma, Bastien, Clément, merci beaucoup. Camille aussi, on t'embrasse, malgré que tu ne sois pas là. Et nous disons au prochain épisode. Merci beaucoup. Merci, à Au revoir tout le monde. À bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous.